Au nord du Maroc, la région du Rif, terre de montagnes et de vallées, va des rivages de la Méditerranée à ceux de l'Atlantique en s'arrêtant aux remparts de la ville de Fès. Le Rif se distingue par sa culture berbère millénaire, dont une des meilleures expressions est l'artisanat traditionnel. De la maroquinerie, où le cuir est ici toujours travaillé comme faisaient les anciens, au tissage des différentes pièces du costume traditionnel des femmes rifennes, en passant par la marqueterie aux fines incrustations dans le bois. À la vannerie, présente dans la vie de tous les habitants du Rif. Ici, l'artisanat est encore essentiellement au service de chacun dans sa vie quotidienne. Mais chaque région, chaque village a sa spécialité. Dans le massif des Bokoyas, entre Tétouan et Al Hoceima, le petit village d'Adouz, niché au sommet de plusieurs collines, a une particularité. Tous ses habitants n'ont qu'une seule et même occupation, la vannerie. Tous les jours, sur la place, face à la mosquée, les hommes se retrouvent pour travailler tout en discutant. La matière première de la vannerie, c'est la feuille de doum. Le doum est un petit arbuste de la famille des palmiers qui pousse sur les collines alentour du village d'Adouz. Les hommes vont toujours plus loin pour cueillir les jeunes pousses, afin de trouver la meilleure qualité de doum. Le doum est ensuite mis à sécher au soleil pendant 3 semaines avant de commencer à être travaillé. Il est éventuellement teint pour former des motifs de couleurs, puis tressé. La fabrication des tresses de doum fait partie de la vie quotidienne des habitants d'Adouz, et on pourrait presque penser qu'ils auraient du mal à s'arrêter d'en faire. Les tresses sont la base de toutes les sortes de vanneries.
Cousues entre elles, elles forment selon les cas des chapeaux, des sacs, des paniers ou même des porte-bouteilles. Le doum n'est pas la seule matière nécessaire à la fabrication de la vannerie. La cordelette de chanvre sert également comme fil de couture. Mais le doum a aussi d'autres utilisations. On peut s'en servir à l'état brut, comme ici, pour faire des petits balais à poussière. Dans le petit village d'Arnouri, dans la plaine du Wedlaou, au nord du Rif, se trouve l'une des dernières tisseuses traditionnelles. Elle s'appelle Haja. Elle continue de travailler exactement comme le faisaient ses ancêtres. Elle prépare son fil de chêne et son fil de trame. Elle commence par installer ses bobines de laine sur une monture primitive pour tirer les fils parallèlement sur un support vertical. De là partiront plus tard les fils de chêne sur son métier à tisser. Haja travaille sur un métier à tisser traditionnel, à 4 cadres et à pédales. Elle installe la bobine de laine filée à la main dans la quenouille en bois et commence son tissage. Après chaque nœud, le fil de trame est tiré 3 ou 4 fois avec force. Avec les pieds, elle fait marcher les pédales rembourrées pour créer une nouvelle case avant chaque nouveau nœud. De cette façon, elle crée un motif en forme d'arête de poisson qui est dit en armure croisée dans le tissu. Ceci renforcera à la fois la souplesse et la solidité de la fota, ceinture traditionnelle qu'elle est en train de tisser. Les traditions millénaires se transmettent aussi dans les écoles, comme ici, à l'école de marqueterie de Tétouan. Ici, les enfants apprennent toutes les finesses de ce dur métier et en premier lieu, le dessin. Les professeurs transmettent aux enfants les 1001 petites astuces du métier qui en feront de bons artisans. À la sortie de l'école, la plupart travailleront d'abord en atelier. Tout travail de marqueterie commence d'abord par un dessin. Abdel Malik commence ici le dessin du plateau d'une table octogonale.
Après l'avoir divisé en 8 triangles identiques, il fait un dessin à main levée qu'il improvise à l'intérieur d'un seul triangle. Ensuite, il décalque ce dessin et le reporte sur le calque des 7 autres triangles. Après cela, il reporte le dessin du calque sur une feuille de papier qui sera collée sur la planche de bois. Ceci fait, il confie la table à Saïd. Saïd, à l'aide d'un marteau et d'un burin très fin, commence par creuser le bois en suivant les traits du dessin. La position de ses doigts sur le burin lui indique la profondeur à atteindre. Ensuite, il introduit un fil d'aluminium dans la fine gorge et égalise la surface avec de légers coups de marteau. Pendant ce temps, dans l'atelier, d'autres artisans travaillent sur toutes sortes de meubles, comme ici sur les montants d'un divan, mais toujours avec la même technique et la même sûreté du geste. Cette étape terminée, certaines parties entourées de fils d'aluminium sont finement évidées, toujours à l'aide des mêmes instruments. Les parties ainsi creusées sont ensuite remplies de pâte à bois faite d'un mélange de sciure de bois et de colle, ce qui permettra de faire tenir les fines infusions de nacre découpées exactement à la taille du tronc. La nacre est tirée des coquillages. Et dans la marqueterie traditionnelle, on utilisait également l'ivoire ou des morceaux d'os. L'ivoire permettait par sa dureté et sa solidité un travail beaucoup plus fin. Mais l'interdiction de son commerce et sa rareté ont conduit à ne plus utiliser que la nacre ou l'os. Après cette étape, la table est finement brossée et grattée et tous les trous minuscules sont bouchés à l'aide d'un mastic fait de sciure de bois. La table est ensuite poncée avant d'être teintée. Cette teinture donnera au bois d'acajou la couleur noire qui correspond au goût actuel des amateurs de meubles en marqueterie. Enfin, chaque morceau de nacre est finement gratté afin de rétablir son éclat. Ainsi, le contraste entre le noir du bois teinté et la blancheur de la nacre fera resplendir le meuble. Dans le sud du Rif, près de Taounet, au bout d'une vallée nichée au cœur des montagnes de l'Atlas, se trouve le village de Tarzout, ce qui en berbère signifie « lieu où il y a tout ».
Dans la plupart des maisons sur les collines autour du village, les familles réunies dans la pièce principale travaillent le cuir, fabriquant toutes sortes d'objets d'usage courant. Sacs, portefeuilles, ceintures, babouches, et toujours avec un soin méticuleux. Ici, les ateliers sont familiaux. Les habitants de ce village de montagne sont connus dans tout le Maroc pour leur habileté et la qualité de leur travail en maroquinerie. Mohamed est l'un des meilleurs artisans du village. La peau, déjà tannée, est mouillée, puis longuement grattée pour être assouplie. Les peaux utilisées proviennent du cuir de vache ou de chèvre. La peau est ensuite découpée selon un patron en bois. Les principaux points de la décoration sont marqués à l'aide d'une pointe sèche. La décoration est faite en appuyant sur la peau à l'aide d'un instrument de bois, ce qui la fait changer de couleur. La peau est régulièrement travaillée au pilon de bois afin d'être assouplie. Les différents motifs sont faits ainsi ou à l'aide de la pointe sèche d'un compas. Certains motifs sont ensuite peints avec des teintures végétales à l'aide d'un pinceau de bois. Les sacs sont faits par Mohamed et par ses fils. Il faut 4 à 6 personnes pour faire un sac. Les décorations sont ensuite brodées finement. Les trous sont faits à l'aide d'un poinçon, puis le fil de couleur est passé à la main. Les coutures de la broderie sont ensuite dissimulées derrière une pièce de cuir qui est collée. Les 2 pièces sont soudées l'une à l'autre à l'aide d'un pilon de bois qui servira à toutes les étapes de la fabrication. Les franges des sacs sont faites à partir d'une seule et unique pièce de cuir découpée dans sa longueur. Le sac est cousu à l'envers à partir de 2 pièces principales. Le sac est ensuite retourné. Le cuir est à nouveau mouillé avant d'être tendu à l'aide de pièces de bois mises à l'intérieur, ce qui lui fera prendre sa forme définitive. Pendant ce temps, Mohamed continue à travailler sur un autre sac. Il prépare les éléments de décoration ainsi que les boucles de bandoulière. Celles-ci sont d'abord collées avant d'être cousues à l'aide d'une lanière de cuir. Mohamed et ses fils s'échangent souvent un même sac au fur et à mesure du travail.
Enfin vient l'étape de la mise en place des fermoirs. Ils sont faits à partir d'une longue bande de cuir triangulaire roulée sur elle-même, puis percée en son centre. La touche finale est apportée par la mise en place des derniers éléments décoratifs et des derniers fermoirs. Le sac fini rejoint ceux faits par la famille au cours des derniers jours. Chaque maison du village de Targa, sur les bords de la Méditerranée, abrite un métier à tisser sur lequel les femmes fabriquent des mandils. Grandes pièces d'étoffe rectangulaire portées par les femmes du Rif comme un châle ou une jupe. Zora est l'une des meilleures tisseuses de Targa. Chaque mandil est unique. Les motifs sont toujours différents mais reprennent des codes de couleurs et des motifs qui distinguent chaque groupe ethnique du Rif. Ainsi, le mandil sert aussi à marquer l'origine des villageoises, car chaque groupe régional de Rifins se caractérise par des rayures de couleurs et des motifs différents. Zora travaille ici un motif broché en forme de sablier dans la trame et le renforce par une bride serrée. La tradition dit que le motif de losange en forme de sablier, situé en bordure, protège la personne qui porte le vêtement contre le mauvais œil. Grâce à cela, la femme qui portera ce mandil pourra aller se promener tranquillement. En regardant la façon dont elle est habillée, les gens sauront d'où elle vient. Elle sera protégée du mauvais sort, mais aussi et surtout du vent et du soleil du Rif. Zora coupe soigneusement les derniers bouts du fil à brocher qui dépasse. Son ouvrage est terminé. À Adouz, sur la place près de la mosquée, Karim et son fils fabriquent des chapeaux. La laine de toutes les couleurs fait partie de la décoration des chapeaux des femmes du Rif. Ces chapeaux sont l'apanage des femmes dans leur tenue de sortie.
Ainsi, tous les objets de l'artisanat du Rif se retrouveront en vente dans les souks rifins et dans tout le Maroc.